Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Luc! Salut Gauthier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journée. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour discuter un peu de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui chez Agicap. Merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Luc, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, moi, c'est Luc. Du coup, à l'heure actuelle, je suis Head of Design chez Agicap. Ça fait bientôt un an maintenant que je les ai rejoints. Et sinon, de manière générale, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le product design. Et je suis passé à peu près par toutes les étapes d'une startup. Et ce qui m'a fait arriver aujourd'hui à Agicap. Super. Écoute, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi. Tu es passé par toutes les étapes du product design, par toutes les étapes des startups. Et j'aimerais bien savoir comment tu en es venu justement à faire du design. Alors ça, je vais pas te cacher que j'écoute un peu tes podcasts, du coup, je savais que cette question allait arriver et c'était pas une question simple, c'était pas une question simple à répondre. Et en fait, assez bêtement, je pense que ça vient de ma plus tendre enfance, d'avoir des parents en fait qui étaient déjà des constructeurs de manière générale, aussi bien enfin dans le bricolage que le jardinage ou autre. Et je pense en fait que cette passion de construire des choses, en fait, ça m'a inculqué vers le design de manière générale. Bon, après, de manière plus concrète, je pense que vraiment où j'ai su que j'allais partir sur le web design, c'était, je pense, quand j'étais dans mes études après le bac, avec un groupe de potes, on faisait des petites soirées, etc. Il fallait quelqu'un qui s'occupe des flyers. Donc, ouais, comme la plupart des gens qui ont plus de 10 ans d'expérience, je viens du print. Là-dessus, y a pas grand teasing. Et puis, du coup, vu que j'étais le plus à l'aise sur toute la partie Photoshop, je me suis facilement en fait dirigé là-dessus. Super. Tu parles du print et pendant ma recherche sur ton parcours, je me suis rendu compte que pendant tes études, tu as fait un stage de graphique et web designer. Et il y a une phrase qui m'a interpellé où tu t'as mis c'est ici que je me suis mis à aimer le design centré utilisateur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors en fait, ouais, sur ce stage-là, c'était quelque chose qui était, alors si je dis pas de conneries, c'est Same Story, qui était en fait, qui était du coup basé sur les conversations en fait des gens, sur les retours des gens sur des expériences. Et du coup, en fait, de manière assez générale, ça donnait un petit peu la clé ouais, en termes général, si on a une problématique, le plus simple, c'est de se tourner vers les gens. Et du coup, enfin, les réponses, c'est rarement nous qui les avons tout seuls, quoi. Super. Après ce stage, t'as fait un peu de freelancing et ensuite, tu as monté ta boîte, Skimble, Mhm. où tu étais cofondateur et head of product, où tu t'es un peu éloigné du design et tu as fait plus du produit en général. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet, puisque ça a duré quand même 4 ans et si je ne m'abuse, tu étais à Shanghai quand tu as développé cette boîte. Effectivement, ouais. Alors ça, c'est toute une histoire, c'est souvent l'histoire qui intrigue le plus. Euh, donc ouais, en fait, comme tu l'as dit, ouais, j'étais quoi, après toutes ces histoires de print, etc. Du coup, en fait, comme n'importe qui a pas d'expérience, c'était un peu la galère pour trouver du taf. Et en fait, je pense que j'ai la chance d'être dans une famille un petit peu entrepreneur. Et mon frère a le gros avantage d'être la partie business de notre famille, où là, moi, j'ai l'autre avantage, du coup, plus pour lui, d'être plus axé produit et design. Et en fait, il avait déjà monté en fait quelques petites boîtes lorsqu'il était en Chine, où du coup j'étais toujours un peu dans l'ombre à l'aider de ma France natale, jusqu'au jour en fait où je lui ai fait vas-y, j'ai rien qui me retient en France, j'en ai marre de galérer ici. Vas-y, enfin, quitte à tenter quelque chose, autant qu'on se galère tous les deux.
dans la terre du milieu, et puis et puis voilà quoi. Du coup, hop, parti en Chine avec un petit billet quoi. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette entreprise que vous avez fait, comment vous l'avez construite et justement comme tu es orienté design, orienté design centré utilisateur, comment justement tu as utilisé, j'imagine, toutes les techniques centrées utilisateur pour réfléchir le produit, le mettre en avant, parce que si je me trompe pas, au bout de 4 ans en plus, vous avez vendu la boîte, donc j'imagine que la boîte marchait plutôt bien. Donc je suis sûr que tu as plein de choses à nous apprendre. Euh, Et ben en fait, en fait, le meilleur apprentissage qu'on a fait sur Skimble, donc en fait, on a un peu pivoté en plein milieu. Donc en fait, à la base, Skimble, ça venait d'une idée assez simple, que à l'époque, il n'y avait pas de Google Maps euh, en Chine. Donc en fait, pour des foreigners, c'était très très compliqué en fait de trouver des restaurants ou des bars ou même avoir de l'information sur quand on a envie de sortir. Et si je te dis pas de conneries, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais je crois que ça correspondait environ à peu près, il y avait à peu près 2 millions, peut-être entre 1 et 2 millions de foreigners en fait à Shanghai à ce moment-là. Et en fait, on est parti du simple fait de, ouais, bah vas-y, on va faire une sorte de la fourchette accès pour les foreigners. Par contre, ben, comme tu le dis, mais ce qu'on n'a pas fait de faire un truc, une démarche centrée utilisateur, bien sûr que non. On est parti avec nos belles idées, avec toutes nos bonnes intentions, en se disant qu'on était les nouveaux Steve Jobs et que de toute façon, si on en parlait aux gens, tout le monde allait nous voler notre superbe idée, notre billion dollar compagnie. Bah, du coup, on a fait ce que tout le monde fait de manière générale quand on sait pas ce qu'on fait, c'est on a développé un produit enfermé sans en parler à personne, en se disant que ouais, quand ça allait sortir, les gens allaient surkiffer, les gens allaient tout faire pour utiliser notre site. Ce qui ne s'est pas produit étonnamment. Donc, on a bien galéré. On a fait un joli petit produit, on s'est bien fait plaisir et une fois de plus, ça a bien permis de valider que ouais, bah, quand on se fait plaisir, c'est cool, mais ça sert pas à grand chose. Et en fait, on a eu la présence d'esprit, et je pense à force de galérer, et je pense aussi ça, c'est en faisant des erreurs au final qu'on apprend aussi le mieux. Parce qu'on a beau penser savoir, au final, c'est tant qu'on sait pas un peu râper les dents, je pense qu'on n'apprend pas forcément aussi bien les choses. Et en fait, on a eu la présence d'esprit de pivoter notre service. Du coup, bah, au lieu d'avoir une plateforme ouverte où, type La Fourchette, on agrégait énormément de contenu en fait de sites chinois et de le rendre public en fait à n'importe quel utilisateur, à n'importe quel consommateur, on s'est dit, en fait, ces données, elles ont de la valeur pour qui en fait? Bah, pour les restaurateurs. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste faire une plateforme fermée et puis faire une petite souscription là-dessus. Et là, en fait, au lieu d'être aussi idiot que la première fois, on s'est dit, ah, en fait, on en connaît des restaurateurs. Bon, bah vas-y, si on allait en parler à 3, 4, 10, et au final, on s'est rendu compte que ouais, bah, il y avait une valeur ajoutée en fait pour eux à ce niveau-là, d'avoir en fait bah, leurs informations centralisées sur une plateforme, euh, du coup en temps réel. Information aussi, je pense, importante à savoir, c'est qu'il y a énormément aussi de contenu en fait en Chine sur tout ce qui est food and beverage, pour la simple et bonne raison que en fait, ouais, bah, il y a un peu de censure en Chine. Enfin, ça, je pense que tout le monde est au courant. Et en fait, la seule chose où il n'y a pas trop de censure, c'est sur le fait de commander, bah, de donner des reviews sur la bouffe. Et du coup, ce qui fait qu'il y a un contenu qui est, enfin, c'est invraisemblable, quoi. Certains restaurants, ils avaient du contenu, ils savaient plus quoi en faire. Et certaines boîtes qui avaient, je crois, si je dis pas de conneries, je crois qu'on avait certains, ils embauchaient 6 types à temps plein qui devaient en fait juste faire review le content et le trier, etc. Et du coup, ben là où notre service du coup ben était cool pour la compagnie, mais moins cool pour les gens qu'ils embauchaient, c'est que bah après nous, bah, ils avaient plus besoin des 6 personnes, ils avaient que d'une seule personne qui checkait ça en fait une fois de temps en temps, quoi. Parce que pour bien comprendre, du coup, c'était quoi l'idée derrière? C'était un agrégateur de toutes ces informations qui était à destination cette fois-ci des restaurateurs, c'est ça? Exactement, ouais, on était, si tu vois ce que c'est Mentions, Pas du la tout. boîte. Ok, bon bah, c'est ce que fait Mention entre guillemets pour tout ce qui est social media. Donc ouais, c'est exactement ça. C'est agréger en fait tous les contenus qu'il y avait en fait présents sur le web chinois
et le mettre en fait sur une plateforme fermée. Ah oui, ok, c'est bon. Super, hyper intéressant. Et du coup, ça a duré. Votre aventure a commencé en août 2010. À partir de quel moment vous avez commencé à pivoter pour trouver cette nouvelle idée? Je pense parce que le premier service, on s'est galéré pendant plus d'un an. On a encore essayé de continuer, je pense, à pousser, parce que quand on reste dans des idées un peu idiotes, on aime bien rester un peu dedans. Du coup, je pense 1 an et demi après, un truc comme ça, ouais. Et c'est là où on a commencé à être un petit peu plus focus business et utilisateur. D'accord. Et toi, pendant toute cette période-là, enfin pendant ces 4 années, tu étais vraiment concentré tout seul sur le produit ou c'est là où tu as commencé à avoir une équipe à travailler avec ou vous étiez tout le temps que deux avec ton frère? Alors, on était au max, on était une dizaine. Par contre, ouais, d'un point de vue design et produit, j'étais tout seul. Donc là, à l'heure actuelle, j'avais personne avec moi là-dessus. Mon frère avait quelqu'un qui l'aidait côté business pour le sales. Après, on avait des gens qui nous aidaient aussi sur le code. Donc, on avait aussi un autre partenaire qui était notre CTO. Et après, on avait des gens aussi qui nous aidaient à faire un peu de, de reporting, de tri de l'information, etc. Super. Et du coup, c'est hyper intéressant ton histoire parce que vous êtes parti bien en tête pour développer un produit, vous vous êtes loupé, vous avez commencé à parler avec des utilisateurs. Est-ce que sur la suite du projet, vous avez continué à parler avec des restaurateurs pour savoir comment améliorer le produit, comment du coup vous vous y preniez, parce que j'imagine qu'il y a un peu la barrière de la langue et de la culture aussi qui doit pas mal jouer. Comment tu faisais pour passer au-dessus de ça? Euh, alors en fait, sur cette partie-là, là, peut-être une chose qu'on n'a pas fait mal, entre guillemets, c'est qu'en fait, on s'est dit on va partir sur des niches pour commencer. Et en fait, bah, le meilleur moyen en fait d'attaquer un business comme ça, c'est de se focus en fait bah, sur les restaurateurs foreigners qui sont déjà présents. Donc en fait, principalement, on a fait le tour de à tous les occidentaux en fait qui avaient des business et c'était souvent les trucs un peu les plus pas les plus cotés, mais c'était en tout cas middle et high class, ce qui permettait aussi qu'ils avaient un budget à allouer en fait sur notre service, là où ceux qui étaient plus petits, ben ouais, ils n'avaient pas forcément un budget à mettre pour ce genre de service. Du coup, ce qui facilitait pas mal les échanges, vu que ouais, on était quand même sur une culture plus occidentale, donc des Français, des Américains, des Allemands, donc on était beaucoup plus simple à traiter ce genre de données. Super. Et comment ça s'est fini du coup cette aventure au bout de 4 années? Eh ben, écoute, en fait, après 3 ans et demi, on a été sélectionné dans un incubateur singapourien qui s'appelle JFDI. Et en fait, pour nous, c'était le moment où le business marchait correctement. C'est ce que j'aime bien appeler un succès médiocre. On faisait du blé, c'était cool, on était bien, mais bah, effectivement, on avait cette barrière de la langue en fait avec les Chinois et clairement, en fait, le produit répondait pas forcément aux Chinois en tant que tel parce que la qualité de service est pas forcément le même en fait. Bah, quand t'es une boîte occidentale qui va s'implémenter ailleurs, où là en fait déjà c'est un peu ancré en fait dans notre culture d'avoir cette qualité de service qui est très présente. Mhm. Là où les restos chinois, bah, c'est pas que ça les intéressait pas, mais c'était pas là où ils mettaient leur plus gros focus. Et du coup, en fait, on s'est dit, ouais, bah parfait, en fait, on va partir en Southeast Asia, enfin à Singapour, je crois qu'il y a 50% de Chinois, etc. Notre marché, notre produit répond déjà plus ou moins à ça, on peut facilement le scale. C'était un bon test, en fait, de voir, ouais, bah, si on pouvait, en fait, commencer à un peu tester d'autres pays aux environs. Donc du coup, on a été dans cet incubator. On a testé un peu notre solution et en fait, on s'est retrouvé face à une situation où bah, il y avait beaucoup moins de contenu déjà en ligne parce qu'en fait, bah, tout ce qui était restaurant qui était déjà présent, en fait, ils essayaient d'avoir le maximum de feedback à la sortie du restaurant. Et ils essayaient pas, en fait, ils laissaient pas forcément le contenu, même s'il pouvait être positif, sortir en ligne. Et ce qui fait en fait qu'il y avait énormément genre typiquement des tablettes pour dire ouais si leur expérience était positive ou négative, etc. Ce qui fait que notre service ouais bah, répondait pas pouvait pas forcément répondre à ce besoin.
Et du coup, suite à cette session d'incubator, on est rentré à Shanghai. Et en fait, c'était, je pense pas que vous devez vous rappeler de ça, mais genre c'était en 2014, janvier 2014, où je crois que mon père m'en parlait régulièrement, comme quoi en France, il montrait des images du smog à Shanghai. Et en fait, c'était l'époque où il y avait des pics de pollution, mais infernales en Chine. Et en fait, ouais, on revenait de Singapour, où c'est sur l'équateur, donc c'est l'été tout le temps, enfin on était en short. On revient en fait à Shanghai où il faisait, enfin l'air, quoi, il devait faire zéro, un truc comme ça. Pollution, on n'arrivait plus à respirer. On se réveillait la nuit parce qu'on avait le nez bouché de pollution. Et là, en fait, sur les trois cofondateurs, on a été deux en mode, on s'est dit, enfin, est-ce que ça vaut la peine de se ruiner la santé, notre business? Et là, on a été deux à prendre la décision enfin, ouais, il y a une boîte qui a intéressé, du coup, une boîte qu'on a rencontrée à Singapour, qui était aussi sur le food and beverage, qui est sur de la réservation de tables de restaurants, et qui en fait était intéressé à expand en Chine, et qui était très intéressé en fait plus par notre base client en fait que par notre Par le produit. produit. Et du coup, là, on a été très content de dire, ouais, enfin, nous, On ça nous vend et on dérange s'en pas. va. Ouais, nous, mon frère y est encore, hein, mon frère est un assidu. Du coup, en fait, c'est lui, après, il a pris en fait, c'est lui qui est devenu general manager Chine de cette boîte, suite au rachat. Mais genre, nous, de notre côté, ouais, on voulait plus rester en Asie, et du coup, c'est le moment où on est rentré, quoi. Super. Je trouve ça hyper intéressant, tout ce que tu racontes, essayer d'aller dans un nouveau marché, tester, te rendre compte qu'en fait ça ne fit pas du tout. Et du coup, de réaliser que le produit est vraiment très spécifique parfois à certaines régions. Et ça montre encore l'importance du test utilisateur et de connaître ses utilisateurs pour développer son produit. Après cette aventure, du coup, tu rentres en France. Mhm. Et alors là, j'ai fait une liste. Tu es passé par plein de boîtes différentes où tu as été en fait. Tu es passé par tous les stades du product design. Tu as été product designer, senior product designer, lead product designer. Après, tu as décidé de faire du freelance pendant que tu voyageais. Et tu es redevenu senior product designer chez Itch. Mhm. Je passe assez rapidement sur toutes ces expériences parce que j'imagine que tu as pas mal développé tes compétences product design à cette période-là. C'est pas mal monté en compétences. Et je ne m'attarde pas trop sur Itch puisque j'ai déjà fait un épisode qui était le deuxième avec Noémie où on parle justement de Itch, de comment ça fonctionnait, de tout ce qui était justement recherche utilisateur, rencontrer les utilisateurs. Donc je pense que c'est pas très utile de rentrer dans le détail vu qu'on en a déjà parlé dans ce podcast. Et ce qui m'amène directement à ton nouveau rôle chez Agicap de Product Design Manager. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Agicap, s'il te plaît? Alors, Agicap, de manière simple, c'est un outil SaaS qui permet aux TPE-PME de gérer leur trésorerie. C'est-à-dire, concrètement. Alors, c'est-à-dire concrètement, donc à l'heure actuelle, en fait, la plupart des TPE-PME pour gérer leur flux bancaire, ils vont se baser sur un Excel où, du coup, ce qui est un petit peu chiant parce que ça demande beaucoup de travail à la main et t'as pas forcément une synchronisation et une visibilité sur ce qui se passe. Là où Agicap, en fait, permet d'avoir une synchronisation avec ses comptes bancaires, du coup, avoir les flux entrants et même sortant, en fait, synchronisés directement dans l'outil, qui permet d'avoir une visibilité en fait sur ce qui se passe sur sa trésor. Et l'autre point en fait qui est primordial pour nos utilisateurs, c'est la gestion de la prévisualisation, du coup qui se base sur des objectifs pour en fait voir quels vont être leurs coûts dans le futur et être capable en fait de gérer en fait leur trésorerie en fait face aux coûts qu'ils pourraient avoir dans le futur en fait. Ok, donc si je résume, c'est un outil qui te permet de gérer ta trésorerie en temps réel et aussi d'anticiper ce qui va arriver dans le futur, c'est ça? Exactement. Super. Du coup, tu nous as dit ça s'adresse aux TPE, PME. Aujourd'hui, vous êtes en France, c'est ça? En Allemagne, si je ne me trompe pas. Exactement. Et vous allez ouvrir en Espagne. Ou vous êtes en Espagne. Exactement, on ouvre là très prochainement en Espagne, ouais. Donc on a un gros sujet d'internationalisation à l'heure actuelle qui est en cours. Également, on est en train de travailler de plus en plus sur également les grands comptes. Donc du coup, sortir un petit peu des TPE-PME et s'axer un petit peu plus sur des sujets plus de consolidation en fait d'entreprises
pour les grands comptes, et même d'un point de vue de gestion, en fait, c'est pas forcément les mêmes acteurs qui vont utiliser du coup le logiciel. Et du coup, on a ces problématiques-là qui arrivent à grands pas pour 2021. Ouais, j'imagine que du coup, tu as des problématiques différentes en fonction des profils et que la gestion de la trésorerie se fait un petit peu différemment d'un pays à l'autre. Exactement, ouais. Donc, bah, typiquement, tu vois, comme un exemple bien concret, c'est typiquement la TVA, qui est pas du tout gérée de la même façon en fait en France ou en Allemagne. Et en fait, on a eu des petites, on va dire, des réglages qu'on a dû faire au sein de notre interface pour régler ces problématiques-là, pour être capable de s'ouvrir à d'autres marchés. Et après, ouais, typiquement, enfin, il y a des gros soucis aussi de facturation qui au final, ouais, bah, chaque pays en fait a des réglementations différentes. Et en fait, il faut être capable en fait de s'adapter face à chaque réglementation quand on veut s'ouvrir chez eux, quoi. Chouette. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, parce que tout d'abord, j'aimerais bien savoir, est-ce que si tu pouvais nous raconter un petit peu ton arrivée chez Agicap, parce qu'il me semble que tu as été le premier designer arrivé, donc quel a été ton rôle, quelles sont tes missions, tes objectifs, un peu pour comprendre comment tu te situes dans la boîte. Alors, quand je suis arrivé, donc si je te dis pas de bêtises, je crois qu'on était une petite trentaine, quelque chose comme ça. Donc, il y avait déjà le CPO et une PM. Donc, moi qui suis arrivé en tant que premier product designer. Ça faisait combien de temps que la boîte existait? Si je te dis pas de bêtises, c'est 3 ans. D'accord. Euh, Donc, pas de designer pendant les 3 premières années. alors, s'il y a eu, je crois, quelqu'un qui est passé pendant 6 mois, quelque chose comme ça, pour aider. Mais ouais. Après, en fait, un des gros avantages, je pense, qu'il y a chez Agicap, et je pense qui fait la force du produit, c'est que l'utilisateur a toujours été au centre de la création. Donc, même avant même le premier PM qui soit arrivé, les cofondateurs, en fait, ont toujours créé le produit avec leurs utilisateurs. Donc après, ouais, effectivement, c'était pas forcément des process de UX research, tu vois, by the book, mais en tout cas, il y a jamais rien qui a été fait juste parce que quelqu'un pensait qu'il fallait faire ci ou ça. Ça, il y avait toujours une validation en fait client qui était très forte, et ce qui est de manière générale en fait très agréable en fait, et qu'on garde toujours en fait maintenant, ce qui permet de pas perdre du temps en fait et d'énergie en fait sur convaincre sur l'importance de l'expérience utilisateur. Ouais, j'imagine, ça doit être hyper intéressant de ne pas avoir justement toute cette démarche d'explication de l'importance du test utilisateur, de l'importance de toute cette démarche de recherche, si c'est déjà imbriqué dès le début. Top. Du Exactement. coup, du coup, à ton arrivée, vous étiez une trentaine. Donc ouais, on était une trentaine. Bah, comme tu le dis, pas de designer, donc beaucoup de, de sujets sur le feu qu'il fallait gérer. Effectivement aussi, bah, pas de un truc bête, mais pas de fichier de design. Parce que c'est un truc idiot, mais que quand on vient dans une boîte où il y a déjà des designers, bah, on arrive et puis on utilise la petite boîte de Lego Design System, et puis c'est parti en avant Guingamp, on peut designer. Là, en fait, non. Donc, c'était beaucoup de. Je crois que c'était la plus grande partie de ma vie où je designais en faisant du code HTML, CSS, parce que je perdais moins de temps en fait à redesigner les choses ou quoi que ce soit. Du coup, en fait, sur les petites features, c'était ça. Après, on savait qu'on avait un enjeu assez à court moyen terme de scalabilité. On savait que l'équipe allait grandir en fait assez vite. Donc en fait, il a fallu en parallèle de faire le day-to-day, donc du coup, j'en rigole maintenant à faire un peu de HTML, CSS, de bidouille à droite à gauche pour pas perdre de temps. À côté de ça, ouais, fallait penser à comment en fait on va faire pour que l'équipe soit scalable, et typiquement pour industrialiser un maximum en fait les choses. Et en fait, ouais, il y a eu cet enjeu de mettre en place un design system assez rapidement, assez flexible, pour que ouais, en fait on ait plus ces questions-là, et que ouais, en fait on puisse après pour la suite avoir un focus beaucoup plus important sur tout ce qui était design pur à ce stade-là, quoi. Alors, vu que tu en parles, autant aborder tout de suite le sujet. La question de design system, qui l'a mis en place dans la boîte? Est-ce que c'est toi? Et du coup, comment tu as évangélisé ce sujet-là? Comment tu en as discuté avec les développeurs? Comment tu l'as mis en place? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout le process derrière ça? Alors ça, c'est aussi
tu vas croire que le Agicap, c'est le mode facile de l'entreprise, mais en fait, c'était un sujet qui était déjà bien ancré, que le CPU en fait avait bien analysé en fait qu'il y avait ce besoin. Je pense aussi qu'on avait pas mal encore avant que j'intègre Agicap, on restait pas mal en contact aussi avec le CPO, ce qui me permettait aussi un peu on discutait beaucoup en fait sur les objectifs et l'avenir. Donc, ce qui fait en fait qu'il n'y a pas eu trop on va dire, d'enjeux, encore une fois de plus, de convaincre ou quoi que ce soit. Donc, du coup, c'était plus, on arrive et comment en fait on fait ça euh, de la façon la plus propre entre guillemets et la plus scalable possible. Alors, comment on Euh, fait ça de la façon la plus propre et la plus scalable possible? Et bien en fait, on prend les belles petites ressources qui existent déjà sur Internet, où il y a beaucoup de gens en fait, et c'est marrant en fait, même encore maintenant quand on parle du design system, donc le flipper qu'on a appelé chez nous, euh, en fait tu vois, bah, il y a beaucoup de documentation en fait de notre partie, tout est hyper structuré. En fait, pour moi en fait c'est un point clé de bah, si on veut industrialiser en fait cette partie-là du design system, en fait, on peut pas juste s'amuser à faire ouais, bah, des jolis composants, etc. Et puis en avant. Il y a une grande partie en fait pour moi quand on parle de design system, il y a une grande partie de documentation qui est hyper importante pour ouais, bah, comment on utilise les choses. En fait, bah, quand tu as quelqu'un de nouveau qui arrive, bah, comment la personne peut rentrer dedans, comprendre, se l'approprier et pouvoir l'utiliser en fait sans forcément aller pinguer les gens. Donc en fait, donner une autonomie, pour moi c'était hyper important en fait que ouais, bah, c'est une documentation qui soit là et que ouais, bah, il y ait beaucoup de composants aussi, enfin les composants de base, tu vois, enfin on va pas non plus réinventer la roue, type les alertes, les boutons, les inputs, enfin, je vais pas faire toute la liste, qui devaient être présents. Et en fait, le moyen, enfin, c'est assez simple, tu vois, il y a beaucoup de ressources, type le Atlassian Design qui est aussi accessible, n'importe qui peut y accéder. Tu as Lexicon, qui est aussi une bonne ressource open source pour y arriver, où les types, enfin, il y a déjà des gens qui se sont fait chier à réfléchir tout ça. Et après, en fait, c'est faire un peu un joli melting pot de tout ça, de réfléchir en fait, ouais, bah, comment les composants, en fait, comment les gens l'ont pensé, et voir en fait, bah, qu'est-ce qui s'y apprête le mieux, en fait, nous, dans notre façon de vouloir appréhender les choses, lequel est le plus clair, et tu prends un petit peu un mix de tout ça pour que ce soit en fait accessible. Et en fait, l'idée c'était pas de faire le truc parfait, c'était en fait de faire quelque chose qui soit compréhensible et utilisable quand les gens ils arrivent pour qu'ils soient opérationnels en fait le plus rapidement possible. Quoi. C'est intéressant parce que du coup, enfin, moi, le design system, je le vois comme quelque chose qui est là pour qu'on y touche le moins possible, qui est là pour qu'on développe le plus rapidement possible, ce que tu disais, qu'on mette en place le plus rapidement des interfaces. Mais cette idée d'aller piocher à droite à gauche, je trouve ça assez intéressant parce que pour moi, le design system doit aussi apporter une cohérence entre les éléments. Du Mm. coup, l'idée qui est derrière, c'est quoi? C'est d'aller piocher à droite à gauche, puis après d'essayer de réhomogénéiser tout ça pour l'avoir sous l'image Agicap, où tu peux avoir des espèces, on va dire, entre guillemets, de petits défauts qui sont liés au fait d'avoir recopié ailleurs et tu géreras ça plus tard. Alors à ce stade-là, en fait, un des trucs en fait assez simple, c'est que quand tu es seul, en tout cas à le gérer parce qu'il n'y a personne d'autre, c'est qu'en fait, d'un point de vue consistance, c'est très facile en fait à gérer en fait. Parce que tu sais que c'est dans ta to-do, ça fait partie en fait de 50% du temps que tu dois allouer et il faut que ce soit en fait en place à une certaine deadline. Et en fait, le fait d'être dedans tout seul et avoir la tête dans le guidon, en fait, ça te permet d'assez vite voir en fait les points d'incohérence que tu peux avoir mis entre lisant, en voyant, puis c'est con, juste en lisant les différents trucs, c'est pas forcément parce que tu vas piquer des choses à droite à gauche que en fait, bah, chaque en fait design system est différent. Je vais dire un truc très con. Il y a beaucoup de gens qui vendent leur design system en mode ouais, c'est hyper personnalisé, nous on fait ça comme ça, etc. Pour en avoir lu un petit paquet, bah, au final, ça se ressemble beaucoup. Même si après, ouais, tu vas plus avoir le côté branding qui va en fait avoir une grande différence. Je pense qu'il y a une partie principe de ouais, bah, comment tu veux que ton produit en fait sorte.
quoi, sortent dans la tête de tes utilisateurs, de qu'est-ce que tu vas mettre en avant quand tu vas penser une feature ou quoi que ce soit, qui là, du coup, ouais, vont être un petit peu plus personnalisés, même si on retrouve quand même des grands concepts. De manière générale, en fait, de consistance pure sur juste des éléments, etc. L'avantage d'être le seul builder, en fait, à ce moment-là, je pense que ça aide beaucoup, en fait, à être hyper consistant, surtout dans un outil comme Figma qui te permet d'être hyper réactif sur ce genre de choses, quoi. Donc si je résume bien, toi, tu dirais il faut commencer assez vite, mettre de côté les inconsistances et les incohérences, rédiger le plus rapidement possible une documentation qui va permettre aux gens aux nouveaux arrivants de ton équipe d'être autonomes le plus rapidement possible. Et au fur et à mesure où tu construis tes interfaces, tu raffines tous tes composants de telle sorte à ce qu'il y ait une cohérence et une consistance qui s'installe. Exactement. Donc là, bah, tu vois, typiquement, en fait, un exemple assez simple. Je vais me permettre de parler pour lui. Mais du coup, on a Mathéo qui nous a rejoint début août. Donc du coup, ça c'est avril, mai, juin, juillet. Donc ça faisait 4 mois que j'étais chez Agicap. On avait bah, du coup le design system, design en tout cas en tant que tel. On commençait en même temps. On a commencé en juillet en fait de faire la partie front dessus. Mais du coup le design system, design donc côté Figma, composant plus documentation qui à l'heure actuelle qui était sous Notion à ce moment-là. Bah ouais, tout était déjà présent, donc bancal. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en fait, bah, Mathéo est arrivé, on lui a donné les éléments, et en fait, très rapidement, il a été capable de se projeter dans les choses. Et en fait, c'est très con, mais l'avantage d'avoir fait ça, et d'avoir quelqu'un de nouveau qui arrive, et de lui dire, ouais, bah vas-y, prends ça, et surtout, si tu vois des trucs qui sont pas cohérents, enfin, l'idée, c'est que ce soit évolutif. Un design system, ce sera jamais, en fait, quelque chose ancré dans le marbre. Et le premier truc, je pense, que je lui ai dit quand on a parlé du design system, c'est si on doit changer des choses, tu le changes. Et enfin, il n'y a aucun souci. On est à un stade, en fait, on s'en fout. Et même de manière générale, c'est fait pour évoluer. Donc, quoi, il faut que tu prennes de l'appartenance, de l'ownership dessus. Et puis, on s'en fout. Moi, je lui ai fait. De tout ce qu'il y a écrit, il y a peut-être juste le nom Flipper qui est de moi. Donc, en gros, si tu veux tout péter, enfin, l'important, c'est que ce soit compréhensible. Donc, si c'est pas compréhensible pour toi, ça veut dire que j'ai mal fait le truc. Et du coup, bah, il faut le refaire, quoi. Et en fait, ouais, bah, ça a permis en fait d'avoir un échange dessus. Bah, du coup, on a commencé à le faire évoluer. Des trucs, bah, du coup, ouais, bah, forcément, il y avait des inconsistances un peu à droite à gauche, même sur la création des composants Figma. Enfin, ce qui est aussi idiot, tu vois, c'est que typiquement avec l'arrivée de l'auto layout qui est arrivé, je sais plus, en novembre. En fait, on avait fait beaucoup de petits tricks pour que ça rentre. Et du coup, on est encore dans une phase de review de composants. Parce que, ouais, bah, avec l'auto layout, ça nous fait, en fait, repenser un peu les choses, etc. C'est normal en fait, il faut que ce soit évolutif. Et là, tu vois, typiquement, on demande en fait aux 2 nouvelles personnes qui nous ont rejoint dans l'équipe de review en fait ces composants-là, parce que bah du coup, bah moi et Mathéo, bah on se l'est déjà plus ou moins approprié. Et là, en fait, il faut absolument qu'on trouve des moyens pour que les nouveaux en fait soient capables de s'approprier également le design system et puissent faire des conneries dedans, péter des choses. Et puis c'est pas grave en fait. Tu vois, du moment qu'ils se l'approprient, c'est le plus important, quoi. Ce qui veut dire que vous n'avez pas un owner design system dans l'équipe, mais vous êtes tous à travailler dessus. Alors, on a un garant qui est Mathéo, du coup, maintenant, donc qui passe pas mal de temps avec du coup nos fronteux pour mettre ça en place et qu'on ait en fait un discours, le même vocabulaire entre designers et fronteux. L'idée, c'est que il est garant, donc c'est le point de référence, typiquement avec les devs et autres. Le point, c'est qu'il faut jamais en fait qu'on arrive dans ce travers de se dire ouais bah c'est son truc à lui, c'est son side project à lui, et que en fait les gens aient peur d'aller toucher ou quoi que ce soit. Et ça en fait c'est tout ce quoi on essaie de combattre. Et en fait on force les gens. Et je pense que c'est pareil, c'est une des premières choses que je dis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la boîte et après quelques semaines on leur fout le design system dans les mains. Moi le premier truc que je leur dis c'est pète un truc dans le design system, quoi. Fais une connerie dedans, et c'est pas grave, parce que de toute façon, on pourra toujours revenir en arrière, enfin, tant que tu le pushes pas ou quoi. Moi, je leur dis, faites vos conneries maintenant, essayez de comprendre les choses telles qu'elles ont été faites, on est là pour vous aider, et quoi, appropriez-vous ça, parce que, en fait, c'est votre outil,
vous allez utiliser en fait régulièrement. Dès que vous allez ouvrir Figma, vous devez le comprendre, vous devez comprendre pourquoi chaque élément est là, pourquoi il a été construit de cette façon-là. Et du coup, si vous devez les améliorer, ben, il faut comprendre en fait le pourquoi de base, quoi. C'est hyper intéressant comme manière de voir les choses. J'ai reçu il n'y a pas longtemps Audrey Hack qui justement parlait beaucoup de design system parce qu'elle était spécialisée là-dedans et qui disait que justement quand elle intervenait chez des clients, le but c'était de faire en sorte qu'ils s'approprient le plus rapidement possible le design system pour leur lâcher le bébé. Et je trouve ça très intéressant de mettre ça en parallèle avec ce que tu viens de dire, puisque toi, c'est la méthode que tu appliques avec tes designers en leur disant dès qu'ils arrivent, il faut qu'ils s'approprient l'outil principal qui va leur servir au quotidien et qu'ils puissent faire plein de choses. C'est très intéressant. T'en as assez rapidement parlé. Comment ça se passe justement la relation entre le design et le front pour créer justement ces composants pour que ils soient toujours les mêmes entre vous, ce que vous avez dans Figma, dans votre outil de conceptualisation, et eux sur le site? Alors ça, c'est c'est un beau sujet sur lequel on est clairement on est dedans. Donc en fait là, à l'heure actuelle, donc on avait le site qui est basé sur un Angular, et du coup qui se base beaucoup sur du material design. Quoi. Le design à l'heure actuelle est beaucoup basé là-dessus. Et là en fait l'idée, ça va être de prendre les éléments Angular et en fait de leur mettre une part custom pour en fait retrouver le branding que va avoir Agicap. Du coup, en fait, ce qui est marrant, en fait, c'est que beaucoup de personnes nous disent ça quand ils arrivent chez nous. C'est la première fois que la documentation est plus complète sur le design que sur le front. Parce que souvent, c'est l'inverse, où bah, les designers, ils font leur truc, c'est pas grave, c'est pas documenté, on vit notre vie. Alors que là, c'est hyper structuré et rigoureux. Et là, en fait, on est en train de donner en fait cette essence sur le front pour que ce soit beaucoup plus structuré. Et donc là, en fait, ce qu'on est en train de mettre en place, donc avec l'aide de Mathéo qui chapeaute ça, et du coup, bah, nos fronteux, ça va être de poser un storybook qui est du coup qui permet en fait d'avoir des éléments donc les composants angulaires dans un domaine en fait qui est pas forcément celui de l'app, qu'on va après être capable de compiler dans un NPM et qu'on pourra en fait après pousser sur n'importe quelle app si on a, je sais pas pour quelle raison, on voudrait créer plusieurs apps. En fait, on aurait ce NPM qui pourrait être poussé. Et l'avantage de Storybook, en fait, ça permet de voir les composants en tant que tels. Donc, quoi, c'est vraiment voir comment ça va réagir. Donc, comment un hover va réagir, comment un focus va réagir sur un bouton, etc. Ça permet en fait de vraiment avoir cette vision atomique des composants et de pouvoir les tester. Et en fait, ben, si c'est pété sur ce storybook, ben, ce sera pété en fait sur l'app. En fait, ça permet de voir assez facilement ouais, en fait, là, il y a une problématique sur ce bouton ou ci ou ça. Et après, à côté de ça, on est en train aussi d'intégrer un Zero Height qui du coup va prendre ben, le mix de documentation design, euh, usage design aussi, ben, les do, les don't, etc. Et après avoir cette partie code où on peut aussi directement intégrer un storybook dedans. Alors, juste pour préciser pour les gens qui ne sont pas forcément trop dans la tech, tout ce qui est en fait Storybook, c'est pour simplifier, c'est une plateforme sur laquelle il y a des composants qui sont développés par des gens du front et qui peuvent être répartis sur n'importe quel site. J'essaye de le simplifier pour éviter les NPM, etc., qui sont un peu plus techniques. Pardon pour les NPM. Aucun problème. J'ai envie de sortir un peu du design system et de parler d'un sujet un peu différent parce que en arrivant, tu étais le premier et ton objectif, c'est de monter une équipe. Tu as commencé à le faire. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, vous êtes 3. On est 4, ouais. Donc, il y a moi plus 3 personnes. Entre 3 plus 3 personnes. Et vous prévoyez de recruter 8 product designers et un UX researcher dans l'année, c'est ça? Alors, on recherche activement ouais, un UX researcher pour un très court terme. Et il y a de grandes chances qu'on en prenne un petit peu plus. Quoi. Si les choses vont bien, je pense que même d'ici la fin de l'année, il y en aura un petit peu plus. Et du coup, 8 product designers. Donc, c'est-à-dire à peu près multiplier ton équipe par 3 d'ici la fin de l'année. Exactement. J'ai envie de te poser une question hyper vaste. Comment on construit une équipe design? C'est une question que j'aimerais bien te poser. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur.
Et moi, j'aimerais bien Euh, avoir ton avis à toi. non. Euh, alors, comment on construit une équipe design? Alors, je pense que le fait d'être designer de base, je pense que ça aide pas mal. euh, pour plusieurs raisons en fait. C'est que en tant que designer, je pense que sur mes expériences passées, j'ai j'ai plus ou moins été capable de mettre le doigt sur qu'est-ce que j'allais rechercher dans une équipe et qu'est-ce que j'allais à tout prix éviter. Alors, qu'est-ce que tu vas absolument rechercher dans une équipe et à tout prix éviter? Attends, tu me pousses là. Attends que j'aille un peu plus loin. Et en fait, du coup, un truc assez simple qu'on a mis en place dès que Mathéo est arrivé, donc en août. Euh, En fait, on s'est posé, on a fait un petit workshop pour en fait décider de ouais, bah, quelles sont en fait les compétences qui pour nous en fait sont clés en fait au métier de product designer, donc aussi bien soft skills que hard skills. Et après en fait à côté de ça, on a aussi mis des valeurs en fait. Quelles sont les valeurs qu'on va rechercher en fait au sein de notre équipe? Et en fait, on a fait ça chacun de notre côté. Et après, en fait, on a convergé en fait sur ouais, bah, ce qu'on a mis l'un comme l'autre. Et en fait, de là, on a été capable de définir un spy chart de compétences qui permet spy chart, ouais, pour ceux qui jouent à PES ou à FIFA, c'est souvent ce qu'on retrouve pour voir un peu les compétences de chacun, les performances. Avec ça, en fait, ouais, bah, on a été capable de voir un peu ouais, bah, quelles sont les compétences qui, en tout cas, au sein d'Agicap, nous semblent cohérentes. Mais je pense que la partie la plus importante, qui permet en fait que l'équipe à l'heure actuelle, en fait, bah, soit ce qu'elle est, et même qui nous facilite le recrutement et être sûr en fait d'avoir des personnes qui vont être capables de collaborer ensemble, c'est la partie valeur. Où du coup, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que quand on l'a fait avec Mathéo, donc il n'y avait pas forcément une liste de valeurs à décider ou quoi que ce soit. On s'est dit qu'on en écrivait, je crois, 8 ou 10, un truc comme ça, juste pour voir. Et puis qu'à la fin, on allait en sélectionner, je crois qu'on s'était dit 6, un truc comme ça. Et en fait, il s'est retrouvé que ben, sur ces 10 valeurs, je crois qu'on en avait que une, un truc comme ça, qui était différente. Et là, on fait, ok, bon, je pense qu'on est assez aligné sur ces choses-là, quoi. Et du coup, bah, les valeurs qui sont ressorties, donc c'est la communication, qui est assez clé en fait, surtout sur un moment en fait dans lequel on est en train de vivre où bah, on est tous quand on est pas mal confinés, le fait aussi qu'on soit en remote, c'est très important en fait d'être capable de communiquer avec entre guillemets bienveillance euh, et de toujours en fait assumer toujours assumer le meilleur, même en fait par écrit c'est très facile en fait d'assumer le pire, de on n'a pas le petit clin d'œil ou le petit ci ou le petit ça, même si on met des emojis. Il faut toujours en fait faire attention au fond, mais aussi à la forme en fait de comment on communique. Euh, L'autre point, c'était la transparence, transparence, confiance. Euh, En fait, on a besoin d'être dans un environnement safe entre guillemets où on est capable de parler de tout, des sujets en fait. Bah, quand ça va pas, on doit être capable de le dire. Mais je pense un truc qu'on fait très peu en France, c'est aussi dire quand ça va bien. Euh, Qu'en France, je pense qu'on est assez pudique en fait pour dire ouais, bah, quand les gens ils font un truc de ouf. Et je pense que c'est hyper important aussi de quand quelqu'un sort un taf de malade, bah faut pas avoir la honte de le dire et enfin faut pas avoir honte en fait de recevoir aussi quoi c'est pas ces recommandations, le fait que les gens en fait soient hyper contents du taf fait et enfin je pense que c'est hyper important de le faire. L'autre qu'on a c'est l'ownership, autonomie ownership. En fait on a besoin que les gens également bah, se prennent en main leur projet, qui soient en fait autonomes sur ce qu'ils font, leur sujet, que quand ils ont un sujet, en fait, ils savent que c'est le leur, ils doivent le mener au bout, ils savent pourquoi ils font les choix qu'ils sont en train de faire, ils sont capables de les défendre. Et en fait, bah, s'il y a quelque chose entre guillemets qui peut se passer mal, parce que enfin, on n'est pas dans les bisounours, il y a toujours un truc qui va mal se passer, bah, être capable de prendre des responsabilités pour, et surtout de comprendre en fait, d'aller plus loin et de pas trouver des excuses ou quoi que ce soit, en fait, de juste comprendre parce que faire des erreurs, c'est putain d'humain et je pense que c'est ce qui fait que
on est tous là où on en est à l'heure actuelle. C'est pas quand on a des succès, c'est plus souvent par ses erreurs en fait qu'on se définit. Du coup, être capable en fait de comprendre pourquoi et de surtout pas les refaire. Autre valeur hyper importante chez nous, ça va être l'entraide. En fait, je pense que c'est quelque chose en fait qui est assez idiot, mais en fait, je pense que c'est entraide et on a humilité aussi, qui sont, je pense, les deux sont un peu liés, mais on a bien mis les deux distincts. En fait, chez nous, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est de toujours essayer de partager, d'échanger, et de jamais en fait se mettre soi en avant, quoi. L'objectif, en fait, ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas. C'est que, en fait, l'objectif, c'est qu'on soit toujours meilleur ensemble et qu'en fait, bah, si j'apprends quelque chose, comment je peux faire pour le transmettre aux autres pour en fait que eux-mêmes en fait soient meilleurs que la personne qu'ils étaient hier, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que je dis souvent en fait à ma team, quoi. C'est enfin l'objectif, c'est pas que vous vous compariez les uns les autres parce qu'enfin vous avez tous des backgrounds différents, vous avez tous des compétences différentes. L'objectif, c'est vous devez juste réfléchir à la personne que vous étiez hier et en fait être sûr que vous serez toujours meilleur que votre vous d'hier, quoi. Et que jamais votre vous d'hier il vous rattrape le vous de demain, quoi. Ça paraît, ça paraît être une jolie discussion en fin de soirée avec quelques grammes dans le sang, mais en fait c'est un truc très con qui aide beaucoup en fait à se focus sur les choses importantes en fait de qui on est, quoi, et pas forcément de regarder l'herbe plus verte de son voisin. Et du coup, bah, l'humilité, qui du coup est assez liée à ça, euh, qui va en fait sur quelque chose d'assez simple, qui qui est pas forcément évident en tant que designer, c'est que bah, souvent quand on crée quelque chose et qu'on est en fait, quand on part de zéro et qu'on va se livrer entre guillemets aux autres par une création qu'on a fait, il est très très facile en fait d'arriver à dire ce travail me représente. Et que du coup, essayer de défendre corps et âme ce travail, parce qu'au final, si on dit que ce bouton, bah, il est trop rond, ou il est trop bleu, ou il est trop si, en fait, c'est son petit cœur à qui on dit il est trop rond, ou il est trop bleu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est des designers. Et je sais très bien, parce que moi-même, quand j'étais plus junior, je pense que je faisais partie de cette catégorie-là qui défendait corps et âme tout ce que je faisais. On est Et tous là, passés par là. ouais, je veux pas faire de catégorisation, mais, euh, mais enfin, moi j'y suis passé. Apparemment, tu y es passé aussi, et en fait, je pense que c'est tellement un comportement qui est pas constructif quand on est en équipe, de manière générale. Et en fait, être humble sur son travail, de pas dire ouais, bah, je suis mon travail. En fait, et ça, en fait, on essaie beaucoup de le mettre en place en faisant énormément de pairs, en faisant énormément de critiques, en ayant des feedback loops, en fait. Je pense qu'on se donne voilà, dernier wiki que j'ai eu avec la team, on est arrivé à la conclusion qu'il faudrait qu'on fasse du feedback sur nos feedbacks. Tellement on est arrivé sur le feedbackception. Donc, là, C'est très méta comme conception. non, mais pour dire à quel point en fait, le feedback est hyper important et très lié en fait à cette notion d'humilité. Et le dernier en fait, c'est la curiosité. Euh, pour la simple et bonne raison que ouais, ben, en fait qu'on ait je sais pas 6 mois d'expérience ou 40 ans d'expérience, faut toujours partir du principe que je ne sais rien. Il faut toujours être curieux en fait de comment la personne en face de moi bah, va aborder les choses en fait, de toujours aller poser des questions, de toujours essayer de comprendre, de toujours avoir en fait de partir sur ce principe de j'ai des doutes sur les choses et je entre guillemets ouais bah, je suis certain de rien. Et en fait c'est le meilleur moyen de toujours grandir en fait et de aussi de pas froisser les gens ou quoi que ce soit, de toujours être axé sur cette partie de questionnement perpétuel, quoi. Et ben ça en fait des valeurs. En Pardon. fait, non, t'inquiète pas, j'avais plein de questions à te poser dessus. En fait, tu m'as répondu à tout dessus d'un coup. Il y a juste un point sur lequel j'aimerais m'intéresser, c'est que du coup, vous avez des valeurs d'équipe et j'imagine aussi que vous avez des valeurs d'entreprise. J'ai bien compris que ces valeurs d'équipe, elles te servaient à choisir les personnes qui vont aller dans ton équipe pour que ça fitte avec vous. Du coup, vos valeurs, elles sont, j'imagine, complémentaires avec celles de votre boîte, enfin avec celle d'Agicap, ou c'est
comment dire, on va dire, est-ce que les valeurs de l'équipe sont exactement les mêmes que celles d'Agicap ou est-ce que vous avez essayé de trouver quelque chose de complètement indépendant d'Agicap? Alors non, ça reste lié à Agicap. L'idée, en fait, je pense en fait que tu as tes valeurs d'entreprise qui sont clairement là en fait pour ancrer ta vision, ta mission en fait de collectif. Donc là, de 120 personnes. Après, en fait, nous, pourquoi on a fait ça? C'est que d'avoir ces valeurs en fait d'équipe en tant que telles, elles en découlent quoi, plus ou moins. Et l'idée, en fait, ouais, ça va être vraiment de ouais, comment on fait pour collaborer en fait ensemble, comment on fait pour travailler en fait le mieux ensemble. Mais après, l'idée, c'est que les valeurs d'entreprise restent en fait au-dessus. Et en fait, je sais pas comment je pourrais. J'ai essayé de trouver une métaphore de bateau, mais ce serait comme si on serait dans un paquebot et que ouais, tu aurais le département chaufferie qui serait le département design. Donc les valeurs en fait du paquebot en fait restent là et en fait sont hyper importantes pour garder en fait où on va. En fait, pour que la chaufferie, en fait, pour qu'on ait tous notre petit champ et qu'on mette le charbon dans la chaudière, en fait, c'est ces valeurs-là qu'on va chanter nos petits chants marins, etc., quoi. Hyper intéressant. Tu as parlé aussi tout à l'heure justement de toutes les compétences que vous avez mis en place. Est-ce que tu peux nous dire quelques compétences que tu recherches absolument chez un product designer? Alors, du coup, en fait, ouais, ça prend beaucoup de compétences, enfin, d'un scope de product designer. Donc, pour en citer quelques-unes, tu vas avoir ouais, la UX research, le prototyping, la visual esthétique, l'architecture de l'information, ce genre de choses qui sont du coup beaucoup de compétences clés au sein de la team. Après, on a mis quand même quatre compétences qui sont beaucoup plus importantes qu'on a mis en avant et qui ont besoin en fait d'être à un niveau beaucoup plus haut, qui doivent en fait être au moins à 50% entre guillemets. Les autres, c'est pas grave en fait. Si t'as des creux, au contraire, l'objectif c'est que les jeunes viennent les compléter. Du coup, en fait, les valeurs, quoi, les compétences qu'on va rechercher là-dessus, ça va être le côté user-centric. Donc ouais, une fois de plus, enfin c'est un peu la base de toujours en fait avoir le user en fait au centre de ce qu'on fait, de toujours être hyper focus sur pourquoi on fait les choses et aller en fait enfin de toujours garder ce principe de on fait pas les choses pour se faire plaisir et enfin de jamais quoi. Je pense que ça va un petit peu aussi sur la curiosité d'avoir ce principe de bah je fais pas les choses pour me faire plaisir, il faut que je reste curieux, il faut que j'aille poser des questions en fait, et je pars toujours sur ce principe, j'ai des doutes sur pourquoi je fais les choses, et, euh, et puis voilà quoi en fait, ça va pas plus loin que ça quoi. Toujours assumer que je ne sais rien, et en fait c'est souvent la clé pour aller pour proposer les meilleures solutions quoi. Après on a la compétence de shipping qu'on a appelé comme ça. En fait c'est une compétence qui est assez importante dans le contexte d'hyper scalabilité. Enfin, c'est un joli buzzword, mais là, clairement, c'est quelque chose qu'on vit pour le moment. Euh, En fait, on est obligé d'aller vite, et en fait, la capacité de shipper, du coup, enfin, c'est un peu con, mais être capable de, sur un temps donné, avec les ressources que j'ai, sur les connaissances clients que j'ai, sur le dev que j'ai, en fait, être capable de sortir la meilleure solution possible avec bah, toutes les contraintes que je peux avoir à un instant T, quoi. Et être, en fait, faire preuve énormément de pragmatisme ouais, pour en fait, ouais, bah, si ma user research elle s'étend trop en fait sur ce projet, bah, ça veut dire que je vais devoir être hyper performant sur ma solution et comment je vais aller la tester, etc. Parce que ouais, en fait, il faut que ça rentre en fait dans des blocs. Et en fait, c'est un peu la contrainte en fait d'être bah, sur sur ce principe d'hyper croissance. Et il faut être capable de bouger vite. Donc là, entre guillemets, un des avantages qu'on a, c'est que l'équipe se structure de plus en plus. Donc il y a énormément, ouais, l'idée c'est qu'on grandisse. Du coup, bah forcément, plus tu grandis et plus tes process ouais, bah, peuvent entre guillemets s'étendre entre guillemets. Mais étant donné que tu as beaucoup plus de force de frappe, en fait, tu peux beaucoup plus t'assurer de faire les choses correctement. En tout cas, j'ai un peu digressé, mais le principe même en fait à l'heure actuelle, c'est être sûr
d'être capable de faire preuve de pragmatisme et de shipper les choses, quoi. Autre compétence clé qu'on a, c'est être capable de simplifier la complexité. Alors c'est aussi encore un joli buzzword qui ferait un joli poster. Euh, En fait, on part sur un produit, je pense, qui est pas forcément simple, qui va pas forcément non plus parler à tout le monde. Et en fait, il y a beaucoup de concepts. Enfin, dès qu'on commence à parler de gestion, je pense que rien que le terme gestion de manière générale, en tant que Français, on sait déjà qu'on va se prendre la tête. Et là, une fois de plus, ça n'y manque pas. Je pense que c'est des concepts qui sont assez compliqués. Mais je pense en fait qu'il y a beaucoup de concepts en fait qui sont là depuis la nuit des temps parce que ouais, enfin les entreprises ont été faites en tant que telles. Et je pense que notre métier en fait, c'est de vraiment comprendre cette complexité et être capable en fait de la simplifier pour prendre des concepts qui sont là depuis quelques années, un peu challenger le statu quo, mettre un petit coup de pied dedans et voir en fait est-ce que c'est pas quelqu'un qui a dit que c'était complexe et qu'il n'y a pas moyen en fait de vraiment choper juste l'essence en fait de ça, quoi. Et la dernière chose qu'on a comme compétence, c'est la product stratégie. C'est assez simple, c'est que ouais, dans le rôle de product designer, il y a le premier mot qui donne un petit peu l'indice, il y a product. Et en fait, je pense que c'est hyper important de comprendre qu'est-ce que c'est que la stratégie produit, pourquoi on fait les choses, de comprendre en fait le point business qu'il y a derrière en fait notre projet. Et il y a bien sûr comprendre l'utilisateur, donc comme je le disais au début, il y a le user centric, mais aussi le product stratégie, de comprendre pourquoi au sein du produit on intégrerait ça, quoi, et pas arriver en fait dans une sorte d'usine à gaz de il y a ce client qui veut ça pour telle raison, vas-y on va partir là-dessus et puis c'est cool, on va le signer, quoi. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir toujours la big picture du produit pour avoir le cap de où on veut se diriger, quelle est notre stratégie et être bien. Putain, j'allais faire mon Jean-Claude Van Damme, j'allais dire être bien aware de la situation. Bon, allez, je le dis. Super, merci beaucoup pour tous ces apprentissages. Tu as parlé du fait que ces compétences et ces valeurs, elles avaient été décidées quand vous étiez deux dans l'équipe. Aujourd'hui, vous êtes quatre, vous allez grandir et être bientôt 12, 13, peut-être même plus. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui doivent être revues? Je pense principalement aux valeurs, puisque les compétences, elles vont forcément changer, puisque si tu recherches un ou une UX researcher, les compétences seront forcément différentes. Mais pour tout ce qui est valeurs d'équipe, est-ce que tu as prévu de changer ces valeurs au bout d'un certain temps? Comment tu comptes procéder pour faire grandir ça dans ton équipe? Eh ben, ça tombe très bien que tu en parles, parce que on en a parlé avec mon équipe, je crois la semaine dernière, et dans encore une phase de feedback, comme on les aime tant chez nous. Et du coup, en fait, on a discuté en fait de ce point que, ouais, effectivement, ces valeurs, en fait, on les a fait à deux. Maintenant, on est quatre, donc on a doublé. Et en fait, l'idée là, d'ici quelques temps, hein, d'ici quelques semaines, je pense même, ça va être de rechallenger ça, qu'on refasse un workshop pour qu'on les redéfinisse. Et je pense que l'idée sera pareil une fois qu'on aura redoublé, quand on sera 8. Avant en fait cette phase, je pense que c'est toujours hyper important d'être aligné en fait, qu'on soit tous à toujours en fait au courant de ces choses-là. Est-ce que tu vois typiquement 6 valeurs, est-ce que c'est pas un petit peu trop? Est-ce que tu vois il n'y a pas un corps qu'on pourrait définir? Et l'idée, enfin, je pense que c'est comme tout, tu vois, c'est faut toujours en fait enfin, je l'ai déjà dit, tu vois, toujours être dans le doute, toujours se remettre en question sur qu'est-ce qu'on a fait et jamais garder rien d'acquis. Et typiquement, sur ce genre de points, c'est exactement ça. Parce que, en soi, ce genre d'exercice et ce genre de contenu, en fait, ça te permet juste à ce que la team que tu es en train de construire, en fait, euh, aille bien ensemble. En fait, c'est un peu le ciment de ton équipe. Et en fait, c'est pas nous, avec Mathéo, quand on a défini ça il y a 6 mois ou un truc comme ça, où ça aura du sens en fait dans un an ou plus. C'est plus l'équipe grandira, plus on va évoluer. Et en fait, ça va nous aider en fait à juste que la team aille dans le bon sens, quoi. Euh, on a beaucoup parlé de comment tu as construit ton équipe.
j'aimerais bien savoir comment elle est intégrée au produit chez Agicap et comment ton équipe justement est répartie au sein du produit. Est-ce que c'est en future team, en squad? Est-ce que vous êtes une espèce d'agence interne? Comment vous fonctionnez? Alors bah là, on était en feature team jusque la fin décembre. Et en fait, on a discuté de ouais, bah, si on voulait changer un peu comment les choses étaient faites. Et du coup, on a pris la décision de tester là sur ce trimestre d'être en ce qu'on appelle design studio, même si j'aime pas du tout ce terme. Et du coup, en fait, d'allouer les ressources en fonction on va dire, de la charge de travail de chacun, des compétences de chacun. Et du coup, ben là, à l'heure actuelle, ouais, en fait, la plupart des gens gravitent entre les squads. Et, C'est un- c'est intéressant, excuse-moi de te couper, parce que j'ai eu pas mal de discussions avec ce podcast où j'ai généralement vu l'inverse se produire. Où quand tu es une petite équipe, tu as une espèce de studio, design studio en interne, où chacun va aller un peu là où, entre guillemets, là où il a envie et bouger. Et plus l'équipe va grandir, plus elle va se structurer, plus chaque personne va être attachée à une future team pour se spécialiser et connaître le sujet dont elle parle. Pourquoi avoir décidé de faire l'inverse? alors, ben là, je vais te dire tout l'inverse. Euh, En fait, je pense que une des choses en fait les plus dures quand une équipe grandit, surtout en fait sur ces notions d'équipe design ou équipe même produit. euh, Ce que j'ai vu en fait dans le passé, c'est que quand tes équipes elles sont en feature team et du coup tu vas avoir un binôme PM product designer avec X nombre de développeurs, en fait les gens après qui sont dans ta team mais au sein de ta spécialité de design ou produit sont incapables de collaborer ensemble. J'ai vu ça, tu vois, dans d'autres équipes où en fait c'était pas forcément simple après de typiquement sur les designs critiques ou autres, même faire du pairing. C'était toujours un peu compliqué en fait parce qu'on n'avait pas forcément le même contexte sur les sujets, etc. Et je pense en fait c'est quelque chose où on s'est dit il faut qu'on essaie de toujours rester en fait en collaboration très proche parce qu'en fait jamais dans une squad on aura deux PM et deux product designers en fait. Sinon c'est allouer des ressources peut-être pas forcément de la meilleure façon quoi. Et du coup en fait le fait de partir sur ce principe de non les designers en fait vadrouillent complètement, ça déchire pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah, t'es obligé en fait de communiquer pour la simple et bonne raison que bah ouais aujourd'hui c'est toi qui va taffer sur telle feature parce que ouais t'as la bande passante, enfin, tu te sens bien sur ce sujet-là à cet instant T. Dans 6 mois, il y a, je suis incapable de te dire si c'est toi qui retafferas dessus. En fait, il faut que tu sois capable de transmettre en fait bah, tes apprentissages sur ce truc-là. En fait, ça t'oblige à communiquer en fait sur quoi tu travailles et ça nous permet en fait d'être beaucoup plus au courant aussi sur ce que quoi les gens taffent quoi. Ça permet du coup sur les designs critiques également d'être beaucoup plus pertinent parce que tout le monde a, après tout le monde n'a pas le même niveau d'information, mais en fait tu as un intérêt qui est beaucoup plus en fait important sur pourquoi les choses sont faites, etc. Parce que ça se trouve le projet qui est en train d'être fait là, c'est toi qui vas te le reprendre dans 6 mois. Et si on n'a pas été jusqu'au bout du pourquoi on fait ces choses-là, bah, c'est toi qui vas te retrouver dans la petite mémerde de devoir bah, gérer ça quoi. Donc en fait, ça te permet en fait d'avoir un niveau de ouais bah faut en fait tout ce qu'on a le challenger en fait les solutions et de bien les comprendre ça quoi. Si je résume ton équipe, pour moi, ça serait collaboration, communication et feedback. Est-ce que je me trompe? Je pense que ouais, c'est trois jolis mots. Du coup, on a effleuré un peu le sujet, c'est tous les processus design qu'il y a dans ton équipe, qui sont, de ce que j'ai cru comprendre, justement encore basés sur tout ce qui est collaboration, communication, feedback. Est-ce que tu peux nous dire le processus design que vous avez mis en place dans ton équipe pour bah, justement faciliter votre flow de travail et cette communication entre vous? Après ouais enfin je pense que je vais pas non plus avoir des trucs miracles à sortir. Je pense qu'il y a un truc qui ont fait qui est assez cool, c'est que tous les lundis matins, on se fait un petit weekly qui est structuré de manière assez simple de
le niveau d'happiness, parce qu'en fait, on se mettait le sentiment avant de, de comment on se sentait sur la semaine dernière, et on avait beaucoup de happy tout le temps, du coup on s'est dit, bon, bah, maintenant on se met une note sur 10 d'happiness, et puis on met un autre sentiment. Donc on a ça, ce qui permet en fait d'exprimer aussi comment les gens se sentent, et de garder en fait cette idée d'être dans un safe space, en fait, de pouvoir parler. Après, il y a un autre sentiment qui vient en fait accompagner l'happiness, parce que l'happiness était toujours là, qui permet aussi de voir comment les gens se sont sentis, tu vois. Enfin, typiquement, on peut avoir du excited, inspired, tu vois, qui sont des sentiments en fait. Et c'est con, mais le fait de le transmettre, d'échanger aussi face à ça, ça permet de se rappeler, ah ouais, c'est vrai, c'était cool la semaine dernière pour X ou X raison. Et après, en fait, on a une phase de highlight, lowlight, et puis les projets. Donc ça, c'est comment on commence en fait la semaine. De manière générale, après, on a une design critique qui va être le mercredi. Donc mercredi, on a 1 heure. L'idée, c'est que 30 minutes pour 30 minutes pour chaque design critique. L'idée, c'est un petit peu de se structurer, on a un petit truc Slack qui permet de balancer, qui veut faire une critique le mercredi, 30 minutes, 1 heure avant, il y a un autre reminder qui fait est-ce que tu peux balancer un petit peu de contexte. Donc souvent en fait c'est juste expliquer, mettre le contexte sur le projet. Hyper important aussi de demander le type de feedback que les gens veulent pour se focus sur les bonnes choses. Puis après, déroulement de la critique normale. Chose importante aussi, c'est on a notre channel design review. Alors attends, je me remets. Ok, vas-y, pardon. Qu'est-ce que tu entends par design critique normal? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Design critique, c'est quelqu'un a un projet, donc il va nous rebalancer le contexte, pourquoi ils font les choses, comprendre un petit peu la problématique. Ils vont présenter en fait leur flow, et puis après ils vont demander leur feedback, et après en fait chaque personne va poser des questions. Donc je pense qu'on est beaucoup aussi, je pense que c'est quelque chose qui est aussi hyper agréable au sein de l'équipe. Il va jamais y avoir de point de ce bouton, je l'aurais fait rouge, tu vois, je dis n'importe quoi. Mais en fait, ça va toujours être axé sur pourquoi, essayer de comprendre en fait pourquoi la personne a fait les choses. Et en fait, c'est un exercice qui est très cool de manière générale, parce qu'en fait, ça oblige la personne à réfléchir à pourquoi j'ai pris cette décision en fait. Et en fait, ça aide beaucoup en fait, des fois à mettre des doigts sur des choses et de repenser des flows, etc. C'est toujours en fait de manière assez saine, et même de comment prendre le feedback de manière générale, ça aide pas mal, quoi. Super, merci. Du coup, tu disais un channel design Et du régulier. coup, un design review qui est basé en fait assez de manière structurelle comme les critiques. Donc c'est juste que ça, c'est dans le day-to-day. Quelqu'un tape sur un projet, il veut du feedback. Pareil, ligne de contexte, il explique pourquoi ils font les choses, il explique un petit peu le flow, et puis après les types de feedback, et puis un petit lien Figma. Donc là, soit on met les reviews, les feedbacks directement dans Figma, ou sinon on échange sur Slack. Et après, un truc que j'ai oublié de dire, en fait, c'est sur la weekly. Ce qu'on fait, c'est qu'on a une phase de projet, et en fait, on essaie, quand les gens parlent de leur projet, de voir aussi le niveau de charge de chacun, et même de voir s'il n'y a pas des projets en fait qui peuvent être où les gens peuvent s'aider. Donc typiquement, pour pousser le pairing, et je sais qu'on en fait pas mal de pairing de manière générale. On fait du pairing à peu près sur tout, donc aussi bien sur des projets design que pour faire de la recherche par exemple. On fait beaucoup de pairing. On review aussi beaucoup ce qu'on fait sur les recherches, les guides, etc. Et du coup, je pense que j'ai fait le tour. Si je dois rater des trucs, mais J'ai une question justement sur le pairing. À quel moment ça intervient et comment ça se matérialise? Est-ce que c'est quelqu'un qui va te dire moi je vais faire de la recherche, j'ai besoin d'aide, et il y a quelqu'un qui va venir l'aider? Ou c'est plus moi je vais faire de la recherche et il y a quelqu'un qui va se proposer pour venir l'aider ou pour assister ou pour voir comment ça fonctionne? Comment ça se matérialise? clairement les deux. Donc en fait, on peut avoir le cas de quelqu'un a ce besoin d'itérer avec des autres. Typiquement, même là, tu vois, on est sur des projets qui ont une timeline en fait très courte.
Du coup, direct, on s'est dit, ouais, vas-y, on part en pairing. Il y a quelqu'un qui prend le lead sur le sujet, mais l'idée, en fait, c'est de quand même avancer à deux dessus. Du coup, ce qui a permis, en fait, d'avancer et ça casse un peu, ce truc de je demande ou ci ou ça. Après, en fait, ouais, on a les deux façons de faire, en fait. On peut avoir quelqu'un qui ressent le besoin et du coup, qui va lui demander. Il y a aussi les gens, en fait, et on demande, en fait, et on pousse un peu pour que les gens aussi soient hyper proactifs là-dessus, de ouais, vas-y, enfin, moi je suis chaud pour faire du pairing, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un projet pour que j'aille vous aider, quoi. Tu vois, j'ai une heure, enfin, qui voudrait un peu d'aide. Et puis là, en fait, des fois aussi, ça peut se faire. Même on est dans un cas de, juste j'ai envie un peu de voir, ouais, comment tu vas construire ton flow, comment tu vas construire ton Figma, ou je sais pas, tu vois. Là aussi, ça peut être aussi une phase de pairing ou une pairing shadowing, en fait, où tu vas juste te poser là et tu vas poser des questions, essayer de comprendre, en fait, pourquoi la personne elle va structurer les choses d'une manière ou d'une autre, quoi. Ça marche. Euh, Luc, il n'y a pas très longtemps, tu es passé de Product Design Manager à Head of Design. Qu'est-ce que ça a pour toi comme implication, ce nouveau rôle? Ça, c'est compliqué. Comme je l'ai dit, J'ai l'impression de te poser beaucoup de questions compliquées aujourd'hui. toutes les questions sont compliquées. D'habitude, c'est moi qui les pose les questions. Du coup, je préfère ma position où c'est moi qui les pose plutôt que c'est moi qui y réponds. Je te comprends. Euh, alors, qu'est-ce que ça implique? Je pense que je résumerai ça. Il y a quelqu'un, en fait, au moment où ça a été dit, donc quelqu'un de mon équipe, qui, quand on a annoncé, en fait, que je passais Head of Design, il m'a envoyé un petit message pour déconner sur Slack en me disant, genre, salut boss, ou un truc comme ça. Et là, moi, je l'ai repris direct, je lui ai fait, non, 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 ça se passe pas comme ça, en fait. C'est pas moi qui suis ton boss. C'est maintenant, en fait, j'ai trois boss et c'est vous trois, les gars. Et en fait, le plus gros challenge que j'ai maintenant, en fait, à l'heure actuelle, c'est de comprendre, en fait, quelle valeur ajoutée j'ai pour vous. Et en fait, de toujours faire le plus important et en fait, tout ce que je peux pour vous apporter de la valeur, en fait. Sur le jour, en fait, où je vous apporte plus de valeur, j'ai aucune raison d'être à mon job, quoi. Ce qui veut dire que tu vas laisser petit à petit tout ce qui est création de design, day to day, et tu vas plus gérer. J'imagine qu'avec une équipe qui va bientôt passer à 12-13 personnes, tu vas plus avoir le temps de toute façon de designer. Mais là, aujourd'hui, vous êtes encore trois. Toi, ton objectif, c'est de leur laisser le plus en plus la main pour justement juste leur apporter de la valeur et grandir, c'est ça? Alors moi, exactement, ouais. Je pense que c'est un des points les plus clés, en fait. Euh, c'est une manière un peu, de toute façon, à chaque fois que quelqu'un arrive dans l'équipe, de manière générale, je me mets toujours un peu en pairing avec la personne première, la personne qui arrive. Et en fait, je vais toujours me poser un peu en support pour juste, en fait, ouais, vas-y, fais tes trucs, fais tes erreurs. Et en fait, si tu as des questions, je suis là en support, en fait, pour te donner, en fait, ce que je peux, comprendre, en fait, où tu peux avoir des points d'amélioration et voir, en fait, au sein de la team, avec qui tu peux aller voir, en fait, qui pourra t'aider, en fait, un maximum pour t'aider, en fait, à t'améliorer sur ces points-là, quoi. Et même voir, en fait, les forces de chacun pour, pareil, quoi, en fait, être capable de dire, ouais, cette personne elle est forte, je sais pas, en structuration. Du coup, ouais, tu vas être capable de dire, ouais, quand il y aura quelqu'un qui aura une problématique là-dessus, être capable de la renvoyer vers cette personne, quoi. Donc, ouais, effectivement, ouais, j'en fais encore. À l'heure actuelle, j'ai encore un peu les mains dans le design, ce qui est cool, c'est les petits moments de liberté. Mais l'idée, c'est d'en faire de moins en moins. Je comprends. Luc, on arrive à la fin de cette discussion entre toi et moi, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais bien savoir si tu as des ressources à nous recommander sur le design, sur le management, sur tout ce que tu veux. Ok, ouais, c'était une fois de plus une question pas facile. J'ai pas. Mais celle-ci, je te l'ai envoyée en avance. Ouais, c'est pour On l'a ça que préparée. j'ai bien pu la préparer. Alors en fait, ouais, je me suis posé la question de ouais, sur quel livre typiquement ça serait intéressant. Et en fait, il y en a un qui est revenu, je pense qui m'a fait un bon moment d'épiphanie, qui s'appelle Design for Real Life de Eric Meyer et Sarah Watcher Botcher, si j'espère que j'écorche pas trop son nom, qui fait partie de Book Apart. Et je pense en fait quand j'ai lu ce bouquin,
Euh, j'ai vraiment eu le mind blown entre guillemets ouais, de manière générale en fait à chaque fois qu'on design on assume toujours ouais, bah, que le monde est positif, tout se passe bien, qu'il y aura jamais de problème. Et en fait ce bouquin dit non, en fait de manière générale le tout se passe bien ça représente peut-être 5% des cas. Il y aura toujours une couille qui se passera. Il faut toujours designer pour ces moments-là, quoi. Et du coup, ouais, enfin, je pense que c'est clairement un des bouquins qui m'a un peu le plus marqué en fait sur la manière d'aborder les sujets, quoi. Un autre livre n'a rien à voir avec le design que j'ai lu il y a pas longtemps, mais qui je trouve a une très belle portée, c'est Latitude Zéro de Mike Horn. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Mike Horn, c'est genre un aventurier fou qui est à la base sud-africain, je crois, qui maintenant vit en Suisse. Et en fait, c'est le premier homme, je crois, en 2000, à avoir fait le tour du monde, mais en suivant la ligne de l'équateur, quoi. Et en fait, ce mec, je pense que c'est la base de tout est putain de possible. Et de toute façon, si je sais pas faire, bah, j'apprendrai sur le tas. Et de toute façon, il n'y a aucune limite en face de moi, quoi. J'ai vu pas mal de vidéos de lui justement dans ses expéditions qui sont assez incroyables. Et effectivement, c'est tout à fait ça. C'est lui n'a peur de rien et va tout faire pour réaliser ce qu'il a envie de faire. Non, enfin, le mec est inspirant, et d'une simplicité, enfin, bref. Enfin, c'est vraiment un bouquin que je recommande, qui se lit assez bien et qui fait vraiment du bien, quoi. De se dire, quand des fois on se retrouve devant une mini barrière et qu'on se dit, ouais, j'y arriverai jamais. Et tu vois que ce mec-là, il a fait ce qu'il a fait, tu fais, ouais, en fait, ça va aller, quoi. Je pense que moi, mon petit truc, ça va passer, quoi. Après, du coup, je me suis posé la question sur les podcasts. Bah, du coup, je crois que Audrey en a parlé également, mais de Vlan. Euh, Effectivement. Vlan, je pense que ça doit être un des seuls podcasts sur lequel je suis assez fidèle. Enfin, Grégory Puy, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, c'est qu'il pose très peu de questions, je trouve, mais c'est des questions en fait qui sont quoi, qui pointent bien sur des bonnes choses et surtout les sujets. euh, Enfin, ouais, c'est des sujets qui touchent un petit peu à tout, la société, la politique, l'humain, enfin, ça touche vraiment à énormément de choses. Et en fait, ça permet de mettre beaucoup d'eau dans son vin de manière générale, de se confronter avec des comportements qui sont vraiment différents de ce que bah, nous, on peut vivre même dans notre entourage, ou etc. Et de vraiment mettre ouais, des notions en fait différentes de notre quotidien, je pense, qui sont assez importantes. Encore cette valeur de curiosité. Effectivement. Et après, un truc qui a rien à voir, un truc que j'écoute aussi un petit peu, qui est Histoire de Daron et qui maintenant a fait Histoire de succès. En fait, c'est un truc je sais même plus comment je suis tombé là-dessus, mais je sais pas, ce partage d'expérience aussi, pareil, d'éléments assez simples de la vie, donc pour Histoire de Daron, même pour Histoire de succès, des gens qui ont fait les choses. Et en fait, pareil, d'être confronté en fait aux expériences de chacun qui ont pas du tout, enfin tout le monde vit une vie différente, et en fait de voir comment les gens s'expriment à travers leurs mots face à des situations, donc typiquement Histoire de Daron face bah, à avoir un enfant qui au final est ce que beaucoup de monde a de manière générale. En fait, chaque expérience est différente en fonction ouais, du contexte, du mindset, de tout. Et pareil, c'est aussi assez fou d'être confronté à ça, d'avoir la chance de pouvoir écouter des gens qui partagent ces expériences-là, quoi. Du coup, bah, je vais finir avec les petits blogs, si tu veux, les petits articles, etc., qui vont être axés un petit peu plus design. Du coup, bah, je pense c'est le classico de Sidebar, qui est la newsletter de Sacha Griff, qui permet d'avoir un petit 5 articles, je crois, design curated, qui permettent de voir un peu bah, ce qui se passe au niveau design dans le Move. Une autre newsletter qui est plutôt pas mal, c'est Case Study Club, qui permet d'avoir en fait, bah, là, c'est beaucoup plus concret et contextuel en fait de cas de gens qui ont
quoi, de n'importe quel concept de projet. Et en fait, des gens partagent comment ils ont exécuté tel ou tel projet. Et en fait, ça permet aussi, une fois de plus, de se confronter à de voir comment c'est fait ailleurs. Après, c'est comme tout, les gens vont toujours plus partager les success stories que les fois où ils ont fait de la merde. Mais ça reste quand même intéressant de voir les bonnes pratiques, quoi. Et le dernier, je pense aussi, c'est un grand classique, c'est The Year of the Looking Glass de Julie Zhou, qui a également écrit Making of a Manager, si je dis pas de conneries. Du coup, elle a un blog sur Medium où elle a partagé beaucoup de choses en fait hyper intéressantes en tant que designer. Enfin, je pense que c'est la première personne qui est arrivée en fait en parlant de choses, on va dire concrètes sur le design, qui est pas forcément juste l'importance d'un design system ou autre, mais au contraire ce qu'il y a à côté sur le rôle d'un designer, sur la carrière de designer, sur typiquement les soft skills, sur quoi il faut se focus si on veut aller vers telle ou telle direction. Et donc voilà, je pense que ça fait beaucoup de ressources. Ça fait pas mal de ressources que vous retrouverez dans la description pour que ça soit beaucoup plus simple à accéder. Luc, si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers LinkedIn, Twitter. LinkedIn, c'est très très bien. Eh bien, très bien. Écoute Luc, merci beaucoup pour cette heure 20 que tu m'as accordée où on a parlé de ton expérience chez Agicap. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup, et surtout, enfin, c'est top de faire ce genre d'initiative, d'avoir ce partage, je pense, qui est très important dans la communauté design et française. Merci beaucoup. Salut. Merci Gauthier, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.